Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman Notre cœur de Guy de Maupassant. C'est son 6e et dernier roman. Dans ce livre, il raconte l'histoire d'une femme du monde, une femme froide, sans cœur, comme il en a beaucoup connu, et il décrit cette femme tout au long de ce livre, et il se confie dans ce roman beaucoup plus que dans ses précédents romans. Je vais donc poursuivre cette lecture, et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et j'en étais à la première partie du chapitre et au chapitre 1. Voilà. Le philosophe du high life, blond, d'un blond de lin, mince et haut, était encorseté dans un habit très serré sur les hanches. Sa tête fine, au-dessus, sortait du col blanc, pâle, sous les cheveux plats et blonds qui paraissaient collés dessus. Quant à Lamarthe, Gaston de Lamarthe, à qui sa particule avait inoculé quelques prétentions de gentilhomme et de mondain, c'était avant tout un homme de lettres, un impitoyable et terrible homme de lettres, armé d'un œil qui cueillait les images, les attitudes, les gestes, avec une rapidité et une précision d'appareil photographique et doué d'une pénétration, d'un sens de romancier naturel comme un flair de chien de chasse. Il emmagasinait du matin au soir des renseignements professionnels. Avec ses deux sens très simples, une vision nette des formes et une intuition instinctive des dessous, il donnait à ses livres, où n'apparaissait aucune des intentions ordinaires des écrivains psychologues, mais qui avaient l'air de morceaux d'existence humaine arrachés à la réalité, la couleur, le ton, l'aspect, le mouvement de la vie même. L'apparition de chacun de ces romans, soulevée par la société des agitations, des suppositions, des gaietés et des colères, car on croyait toujours y reconnaître des gens en vue à peine couverts d'un masque déchiré, et son passage par les salons laissait un sillage d'inquiétude. Il avait publié d'ailleurs un volume de souvenirs intimes où beaucoup d'hommes et de femmes de sa connaissance avaient été portraiturés. Sans intention nettement malveillante, mais avec une exactitude et une sévérité telles qu'il s'était senti ulcéré. Quelqu'un l'avait surnommé « Gare aux amis ». Âme énigmatique et cœur fermé, il passait pour avoir aimé violemment, autrefois, une femme qu'il avait fait souffrir, et pour s'être ensuite vengé sur les autres. Massival et lui s'entendaient fort bien, quoique le musicien fût d'une nature très différente, plus ouverte, plus expansive, moins tourmentée peut-être, mais plus visiblement sensible. Après 2 grands succès, une pièce jouée à Bruxelles et venue ensuite à Paris, où elle avait été acclamée à l'Opéra Comique, puis une seconde œuvre reçue et interprétée du premier coup au Grand Opéra, et accueillie comme l'annonce d'un superbe talent, il avait subi cette espèce d'arrêt qui semble frapper la plupart des artistes contemporains comme une paralysie précoce. Ils ne vieillissent pas dans la gloire et le succès, ainsi que leur père, mais paraissent menacés d'impuissance à la fleur de l'âge. Lamarthe disait « Aujourd'hui, il n'y a plus en France que des grands hommes avortés. » Massival, à ce moment, semblait fort épris de Madame de Burne, et le cercle en jassait un peu. Aussi, tous les yeux se tournèrent-ils vers lui quand il lui baisa la main avec un air d'adoration. Il demanda « Sommes-nous en retard ?» Elle répondit « Non, j'attends encore le baron de Graville et la marquise de Bratiane. »« Ah, quelle chance, la marquise! Alors nous allons faire de la musique ce soir. »« Je l'espère. » Les 2 attardés entraient. La marquise, une femme un peu trop petite peut-être, parce qu'elle était assez dodue, d'origine italienne, vive, avec des yeux noirs, des cils noirs, des sourcils noirs et des cheveux noirs aussi, tellement drus et envahissants qu'ils mangeaient le front et menaçaient les yeux, passait pour avoir la plus remarquable voix connue parmi les femmes du monde. Le baron, homme comme il faut, la poitrine creuse et à grosse tête,
n'était vraiment complet qu'avec son violoncelle aux mains. Mélomane, passionné, il n'allait que dans les maisons où la musique était en honneur. Le dîner fut annoncé, et Madame de Burn, prenant le bras d'André Mariol, laissa passer ses convives. Puis comme ils étaient demeurés tous deux les derniers au salon, au moment de se mettre en route, elle jeta sur lui obliquement un regard rapide de son œil pâle à lentilles noires, où il crut sentir une pensée de femme plus complexe et un intérêt plus chercheur que ne se donne la peine d'en avoir ordinairement les jolies dames recevant à leur table un monsieur quelconque pour la première fois. Le dîner fut un peu triste et monotone. Lamarthe, nerveux, semblait hostile à tout le monde, non point hostile ouvertement, car il tenait à paraître bien élevé, mais armé de cette presque imperceptible mauvaise humeur qui glace l'entrain des causeries. Massival, concentré, préoccupé, mangeait peu et regardait en dessous. De temps en temps, la maîtresse de la maison, qui paraissait être en un tout autre endroit que chez elle. Inattentive, souriante pour répondre, puis figée tout de suite, elle devait songer à quelque chose qui ne la préoccupait pas beaucoup, mais qui l'intéressait davantage ce soir-là que ses amis. Elle fit des frais, cependant, les frais nécessaires et très amplement pour la marquise et pour Mariol. Mais elle les faisait par devoir, par habitude, visiblement absente d'elle-même et de sa demeure. Fresnel et M. de Maltry se querellèrent sur la poésie contemporaine. Fresnel possédait sur la poésie les opinions courantes des hommes du monde, et M. de Maltry les perceptions impénétrables pour le vulgaire des plus compliqués faiseurs de vers. Plusieurs fois pendant le dîner, Mariol avait encore rencontré le regard fouilleur de la jeune femme, mais plus vague, moins fixé, moins curieux. Seule, la marquise de Bratiane, le comte de Marentin et le baron de Graville causèrent sans discontinuer, et se dirent des masses de choses. Puis dans la soirée, Massival, de plus en plus mélancolique, s'assit au piano et fit sonner quelques notes. Madame de Burn parut renaître, et elle organisa bien vite un petit concert composé des morceaux qu'elle aimait le plus. La marquise était en voix, et surexcitée par la présence de Massival. Elle chanta comme une vraie artiste. Le maître l'accompagnait avec ce visage mélancolique qu'il prenait en se mettant à jouer. Ses cheveux qu'il portait longs frôlaient le col de son habit, se mêlaient à sa barbe frisée, entière, luisante et fine. Beaucoup de femmes l'avaient aimé, le poursuivaient encore, disait-on. Madame de Burn, assise près du piano, écoutant de toute sa pensée, semblait en même temps le contempler et ne pas le voir. Et Mariol fut un peu jaloux. Il ne fut pas jaloux particulièrement à cause d'elle et de lui, mais devant ce regard de femme fixé sur un illustre, il se sentit humilié dans sa vanité masculine par le sentiment du classement. Qu'elles font de nous, selon la renommée que nous avons conquise. Souvent déjà, il avait secrètement souffert de ce contact avec les hommes connus qu'il fréquentait, devant celle dont la ferveur est pour beaucoup la suprême récompense du succès. Vers 10 heures arrivèrent coup sur coup la baronne de Frémines et 2 juives de la haute banque. On causa d'un mariage annoncé et d'un divorce prévu. Mariol regardait Madame de Burn, assise à présent sur une colonne qui portait une énorme lampe. Son nez fin, au bout retroussé, les fossettes de ses joues et le pli mignon de chair qui fendait son menton lui faisaient une figure espiègle d'enfant. Bien qu'elle approchât de la 30e année et bien que son regard de fleur passée animât ce visage d'une sorte de mystère inquiétant, sa peau, sous la clarté qui l'inondait, prenait des nuances de velours blond, tandis que ses cheveux s'éclairaient de lueurs fauves quand elle remuait la tête. Elle sentit ce regard d'homme qui venait à elle de l'autre bout de son salon, et, se levant bientôt, elle alla vers lui, souriante, comme on répond à un appel. « Vous devez vous ennuyer un peu, monsieur, dit-elle.
Quand on n'est pas acclimaté dans une maison, on s'y ennuie toujours. » Il protesta. Elle prit une chaise et s'assit près de lui. Et tout de suite, ils causèrent. Ce fut instantané chez l'un et chez l'autre. Comme un feu qui prend bien dès qu'une allumette l'a touché. Il semblait qu'ils se fussent communiqués d'avance leurs opinions, leurs sensations, qu'une même nature, qu'une même éducation, les mêmes penchants, les mêmes goûts, les eussent prédisposés à se comprendre et destinés à se rencontrer. Peut-être y avait-il là quelque adresse de la part de la jeune femme, mais la joie qu'on éprouve à trouver quelqu'un qui vous écoute, qui vous devine, qui vous répond, qui vous fournit des réparties par ses répliques, animait Mariole d'un bel entrain. Flatté d'ailleurs par la façon dont elle l'avait reçu, conquis par la grâce provocante qu'elle déployait pour lui et par le charme dont elle savait envelopper les hommes, il s'efforçait de lui montrer cette couleur d'esprit un peu voilée, mais personnelle et délicate, qui lui attirait, quand on le connaissait bien, de rares et vives sympathies. Tout à coup, elle lui déclara : « C'est vraiment fort agréable de causer avec vous, monsieur. On m'avait prévenu d'ailleurs. » Il se sentit rougir et hardiment : « Et moi, on m'avait annoncé, madame, que vous étiez... » Elle l'interrompit. « Dites une coquette. Je le suis beaucoup avec les gens qui me plaisent. Tout le monde le sait, je ne m'en cache pas. Mais vous verrez que ma coquetterie est fort impartiale, ce qui me permet de garder ou de reprendre mes amis sans jamais les perdre, et de les retenir tous autour de moi. » Elle avait un air sournois, qui signifiait « Soyez calme et pas trop fat. Ne vous y trompez point, car vous n'aurez rien de plus que les autres. » Il répondit : « Cela s'appelle prévenir son monde de tous les dangers qu'on court ici. » « Merci, madame, j'aime beaucoup cette manière d'agir. » Elle lui avait ouvert la voie pour parler d'elle. Il en usa. Il lui fit d'abord des compliments et constata qu'elle les aimait. Puis il éveilla sa curiosité de femme en lui racontant ce qu'on disait d'elle dans les différents milieux qu'il fréquentait. Un peu inquiète, elle ne put cacher son désir de savoir, bien qu'elle affectât une grande indifférence sur ce qu'on pouvait penser de son existence et de ses goûts. Il faisait un portrait flatteur de femme indépendante, intelligente, supérieure et séduisante qui s'était entourée d'hommes éminents, et restait cependant une mondaine accomplie. Elle protestait avec des sourires, avec des petits noms d'égoïsme, contents, s'amusant beaucoup de tous les détails qu'il donnait, et sur un ton badin, elle en demandait sans cesse davantage, en l'interrogeant finement avec un sensuel appétit de flatterie. Il pensa en la regardant : au fond, ce n'est qu'une enfant, comme tous les autres. Et il acheva une jolie phrase où il vantait son amour réel pour les arts, si rare chez une femme. Alors elle prit un air tout imprévu de moquerie, de cette gouaillerie française qui semble la moelle de notre race. Mariole avait forcé l'éloge. Elle lui montra qu'elle n'était pas sotte. « Mon Dieu, dit-elle, je vous avouerai que je ne sais pas au juste si j'aime les arts ou les artistes. » Il répliqua : « Comment pourrait-on aimer les artistes sans aimer les arts ? Parce qu'ils sont quelquefois plus drôles que les hommes du monde. Oui, mais ils ont des défauts plus gênants. C'est vrai. Alors vous n'aimez pas la musique ? » Elle redevint subitement sérieuse. « Pardon, j'adore la musique. Je crois que je l'aime plus que tout. Massival, cependant, est convaincu que je n'y entends rien. » « Il vous l'a dit ? » ?»« Non, il le pense. » »« Comment le savez-vous ? » ?»« Oh, nous autres, nous devinons presque tout ce que nous ne savons pas. »« Alors, Massival pense que vous n'entendez rien à la musique. »« J'en suis sûre. Je vois cela rien qu'à la façon dont il me l'explique, dont il souligne les nuances tout en ayant l'air de ruminer. Ça ne sert à rien, je fais cela parce que vous êtes bien gentille. Il m'a pourtant annoncé qu'on entendait chez vous de meilleure musique que dans n'importe quelle maison de Paris. Oui, et grâce à lui. Et la littérature, vous ne l'aimez pas ? Je l'aime beaucoup, et j'ai même la prétention de la sentir fort bien, malgré l'avis de Lamarthe, qui juge aussi que vous n'y comprenez rien. Naturellement. Mais qu'il ne vous l'a pas dit non plus.
Pardon, il me l'a dit, celui-là. Il prétend que certaines femmes peuvent avoir une perception délicate et juste des sentiments exprimés, de la vérité des personnages, de la psychologie en général, mais qu'elles sont totalement incapables de discerner ce qu'il y a de supérieur dans sa profession, l'art. Quand il a prononcé ce mot, l'art, il n'y a plus qu'à le mettre à la porte. Mariole demanda en souriant « Et vous, qu'en pensez-vous, madame ?» Elle réfléchit quelques secondes, puis le regarda bien en face pour voir s'il était tout disposé à l'écouter et à la comprendre. « Moi, j'ai des idées là-dessus. Je crois que le sentiment vous entend bien. Le sentiment peut faire tout entrer dans l'esprit d'une femme, seulement ça n'y reste pas souvent. Y êtes-vous ?»« Non, pas tout à fait, madame. J'entends par là que, pour nous rendre compréhensives au même degré que vous, il faut toujours faire un appel à notre nature de femme avant de s'adresser à notre intelligence. Nous ne nous intéressons guère à ce qu'un homme ne nous rend pas d'abord sympathique, car nous regardons tout à travers le sentiment. Je ne dis pas à travers l'amour, non. À travers le sentiment, qui a toutes sortes de formes, de manifestations, de nuances. Le sentiment est quelque chose qui nous appartient, que vous ne comprenez pas bien. Vous autres, car il vous obscurcit, tandis qu'il nous éclaire. Oh, je sens que cela est bien vague pour vous, tant pis. Enfin, si un homme nous aime et nous est agréable, car il est indispensable que nous nous sentions aimés pour devenir capables de cet effort-là, et si cet homme est un être supérieur, il peut, en s'en donnant la peine, nous faire tout sentir, tout entrevoir, tout pénétrer, mais tout, et nous communiquer par moments et par morceaux toute son intelligence. Oh, cela s'efface souvent ensuite, disparaît, s'éteint, car nous oublions. Oh, nous oublions comme l'air oublie les paroles. Nous sommes intuitives et illuminables, mais changeantes, impressionnables, modifiables par ce qui nous entoure. Si vous saviez combien je traverse d'états d'esprit qui font de moi de femmes si différentes selon le temps, ma santé, ce que j'ai lu, ce qu'on m'a dit. Il y a vraiment des jours où j'ai l'âme d'une excellente mère de famille, sans enfants, et d'autres où j'ai presque celle d'une cocotte, sans amant. Il demanda, charmé, « Croyez-vous que presque toutes les femmes intelligentes soient capables de cette activité de pensée ?»« Oui, dit-elle. Seulement elles s'endorment. Et puis elles ont une existence déterminée qui les entraîne d'un côté ou d'un autre. » Il demanda encore, « Alors, au fond, c'est la musique que vous préférez à tout ?»« Oui. Mais ce que je vous disais tout à l'heure est si vrai. Certainement je ne l'aurais pas goûté comme je la goûte, adoré comme je l'adore, sans cet ange de Massival. Toutes les œuvres des grands que j'aimais déjà passionnément, eh bien, il a mis leur âme dedans en me les faisant jouer. Quel dommage qu'ils soient mariés. » Elle dit ces derniers mots avec un air enjoué, mais de si profond regret qu'il primait tout, ses théories sur les femmes et son admiration pour les arts. Massival, en effet, était marié. Il avait contracté, avant le succès, une de ces unions d'artistes qu'on traîne ensuite jusqu'à sa mort à travers la gloire. Il ne parlait jamais de sa femme, d'ailleurs. Ne la présentait point dans le monde, où il allait beaucoup, et, bien qu'il eût 3 enfants, on le savait à peine. Mariole se mit à rire. Décidément, elle était gentille, cette femme imprévue d'un type rare et fort jolie. Il regardait sans pouvoir s'en lasser, avec une insistance dont elle ne semblait point gênée. Ce visage grave et gai, un peu mutin, au nez hardi, et d'une carnation si sensuelle, d'un blond chaud et doux, flambé, par le plein été d'une maturité si juste, si tendre, si savoureuse, qu'elle semblait arriver à l'année même, au mois, à la minute de son complet épanouissement. Il se demandait « Est-elle teinte ?» Et il cherchait à distinguer la petite ligne plus pâle ou plus sombre à la racine des cheveux sans pouvoir la découvrir. Des pas sourds, derrière lui, sur les tapis, le firent tressaillir et tourner la tête. 2 domestiques apportaient la table à thé. La petite lampe à flamme bleue faisait doucement murmurer l'eau dans un grand appareil argenté, luisant et compliqué comme un instrument de chimiste. « Vous prendrez une tasse de thé ?» demanda-t-elle. Quand il eut accepté, elle se leva.
et alla d'une démarche droite sans balancement, distinguée par sa raideur même, vers la table où la vapeur bouillante chantait dans le ventre de cette machine au milieu d'un parterre de gâteaux, de petits fours, de fruits confits et de bonbons. Alors, son profil se dessinant nettement sur la tenture du salon, Mariole remarqua la finesse de la taille et la minceur des hanches, sous les épaules larges et la gorge pleine qu'il avait admirée tout à l'heure. Comme la robe claire traînait, enroulée derrière elle et semblait allonger sur le tapis un corps sans fin. Il pensa crûment. Tiens, une sirène. Elle n'a que ce qui promet. Elle allait maintenant de l'un à l'autre, offrant ses rafraîchissements avec une grâce de geste exquise. Mariole la suivait des yeux, mais la Marthe, qui se promenait, sa tasse à la main, l'aborda et lui dit « Partons-nous ensemble ?»« Mais oui. »« Tout de suite, n'est-ce pas ? Je suis fatiguée. »« Tout de suite, allons. » Ils sortirent. Dans la rue, le romancier demanda « Vous allez chez vous ou au cercle ?»« Je vais passer 1 heure au cercle. »« Au tambourin ? » ?»« Oui. »« Je vous conduis à la porte. Moi, ces endroits-là m'ennuient. Je n'y entre jamais. J'en suis uniquement pour avoir des voitures. » Ils se prirent les bras et descendirent vers Saint-Augustin. Ils firent quelques pas, puis Mariole demanda « Quelle bizarre femme !»« Qu'en pensez-vous » La Marthe se mit à rire tout à fait. « C'est la crise qui commence, dit-il. Vous allez y passer comme nous tous. Moi, je suis guérie, mais j'ai eu cette maladie-là. Mon cher ami. La crise consiste pour ses amis à ne parler que d'elle quand ils sont ensemble, quand ils se rencontrent, partout où ils se trouvent. Dans tous les cas, pour moi, c'est la première fois et c'est bien naturel, puisque je la connais à peine. Soit, parlons d'elle. Eh bien, vous allez en devenir amoureux, c'est fatal, tout le monde y passe. Elle est donc bien séduisante. Oui et non. Ceux qui aiment les femmes d'autrefois, les femmes à âme, les femmes à cœur, les femmes à sensibilité, les femmes des romans passés, la prennent en grippe et l'exècrent à tel point qu'ils finissent par dire sur elle des infamies. Les autres, nous, qui goûtons le charme moderne, nous sommes forcés d'avouer qu'elle est délicieuse, pourvu qu'on ne s'attache pas à elle. Et c'est justement ce que tout le monde fait. On n'en meurt pas du reste, on n'en souffre même pas trop. Mais on rage qu'elle ne soit pas différente. Vous y passerez si elle le veut, d'ailleurs. Elle vous gobe déjà. Mariole s'écria, écho de sa secrète pensée. Oh, moi, je suis pour elle le premier venu et je crois qu'elle tient au titre de toute nature. Oui, elle y tient parbleu. Mais en même temps, elle s'en moque. L'homme le plus célèbre, le plus recherché et même le plus distingué ne retournera pas 10 fois chez elle si elle ne lui plaît point. Et elle s'est attachée d'une façon stupide à cet idiot de Fresnel et à ce poisseux de Maltry. Elle s'acoquine avec des crétins sans excuse, on ne sait pourquoi. Peut-être parce qu'il l'amuse plus que nous. Peut-être parce qu'au fond, il l'aime davantage et que toutes les femmes sont plus sensibles à cela qu'à n'importe quoi. Et la Marthe parla d'elle. Analysant, discutant, se reprenant pour se contredire, interrogée par Mariole, répondant avec une ardeur sincère et en homme intéressé, entraîné par son sujet, un peu dérouté aussi, ayant l'esprit plein d'observations vraies et de déductions fausses. Il disait « Elle n'est pas seule d'ailleurs, elles sont 50 aujourd'hui, sinon plus, qui lui ressemblent. Tenez la petite Frémine, qui est entrée chez elle tout à l'heure, est toute pareille, mais plus hardie d'allure et mariée avec un étrange monsieur, ce qui fait de sa maison un des asiles de déments les plus intéressants de Paris. Je vais beaucoup aussi dans cette boîte-là. » Ils avaient suivi, sans y songer, le boulevard Malesherbes, la rue Royale, l'avenue des Champs-Élysées, et ils arrivaient à l'Arc de Triomphe quand la Marthe, brusquement tira sa montre. « Mon cher, dit-il, voilà 1 heure 10 minutes que nous parlons d'elle. Ça suffit pour aujourd'hui. Je vous conduirai une autre fois à votre cercle. Allez vous coucher, et j'en fais autant. » Et c'est la fin du premier chapitre et la fin de cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.